Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les Rénotalks, une série de tables rondes sur les grands enjeux de la rénovation énergétique des logements. Massifier, quel modèle pour inciter les ménages à rénover? C'est le titre de notre débat de l'après-midi. Seulement 6% des logements sont aujourd'hui étiquetés A et B, loin des 80 à 90% visés à l'horizon 2050. Alors comment atteindre l'objectif des 600 à 700 000 logements rénovés par an? Comment rassurer et convaincre les Français? Quels sont les leviers, les outils, les freins, les opportunités, les changements, les transformations à opérer? Nous allons évoquer plusieurs pistes de réflexion et d'action très concrètes avec nos invités. On en parle avec Vincent Ossilou, Fatah Rezaï, Cyril Bigot et Louis-Gaëtan Giraudet. Vous pouvez les applaudir. Bonjour à vous quatre et bienvenue à Batimat. Louis-Gaëtan Giraudet, vous êtes directeur de recherche de l'École des Ponts et Paris Tech au CIRED, le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Fatah Rezaï, vous êtes directeur de la rénovation énergétique chez Leroy Merlin. Cyril Bigot, vous êtes business leader habitat réhabilité chez Bouygues Bâtiments France et responsable du consortium Patrimoine 2050, l'un des projets lauréats de l'appel à projet de l'ADEME pour sélectionner les premiers opérateurs ensembliers. Et puis Vincent Ossilou, vous êtes conseiller économique à la Direction générale du commerce à la Commission européenne, ancien directeur du département économie chez France Stratégie. Alors je le disais en introduction, on est loin des objectifs fixés pour 2050 en matière de logements rénovés. Le principal frein, c'est le prix, seulement le prix? Alors évidemment le prix est très élevé, on le sait. On est à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour une rénovation d'ampleur, donc ce n'est pas des décisions que les ménages prennent facilement sur un coup de tête. Donc heureusement, il y a quand même des aides qui viennent réduire ce coût d'investissement, et on aura l'occasion d'en reparler, mais l'argent est là. Bon, sa pérennité à long terme, elle est un peu... on peut se poser la question, mais en tout cas, l'argent est là. Les volumes sont à peu près à hauteur de l'enjeu. Mais néanmoins, il est important quand même d'identifier les déterminants d'investissement des ménages. Et ça, ce n'est pas uniquement l'argent qui le permet. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'ouvrir des guichets d'aide en espérant que les gens vont se présenter pour leur projet. Il faut quand même peut-être aller plus les chercher et identifier ce qui les motive à investir. Et là, on aura peut-être également l'occasion de développer. Alors vous qui êtes au contact direct des Français, Fatah Rezaï, que vous disent-ils dans les magasins? Quelles sont leurs craintes? Qu'est-ce que vous observez sur le terrain? Vas-y. C'est mieux comme ça. Donc oui, donc nous on a la chance d'être au contact des Français au travers de plusieurs biais. Ils viennent sur notre site internet, ils viennent dans nos magasins. On va parfois aussi chez eux quand on fait une évaluation thermique de leur habitat. Ils appellent notre hotline. Donc on les a à plusieurs moments de leur parcours. Et ce qu'ils nous disent d'une manière générale, c'est que la motivation, elle est là, elle est très forte, de vouloir entreprendre des travaux de rénovation énergétique, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ne savent pas comment s'y prendre pour plein de raisons. Je vous laisse imaginer, quand vous refaites déjà votre salle de bain, votre cuisine, ça peut déjà être un peu le parcours du combattant, de coordonner 2-3 corps de métier. Quand on fait une rénovation complète de sa maison, des chantiers qui peuvent durer plusieurs semaines, voire mois, donc c'est assez anxiogène. Et donc, ils ne savent pas comment s'y prendre, ils ont besoin d'être accompagnés, d'être rassurés sur l'impact que ça va avoir sur leur maison, sur la valeur patrimoniale de leur maison, sur la complexité du chantier, sur le fait, parce qu'on en entend beaucoup parler, de ne pas avoir affaire à des éco-délinquants, de ne pas être arnaqué, être rassurés sur la qualité des travaux qui seront réalisés. Il y a un besoin d'accompagnement, il y a besoin de prendre les gens par la main, car c'est un projet complexe, anxiogène, et qu'en étant à leur côté, qu'on arrive à déclencher l'envie du projet et à le mener jusqu'à son terme. Cyril Bigot, comment se porte le marché de la rénovation énergétique en ce moment?
La vision qu'on en a depuis une entreprise comme la nôtre, c'est qu'on perçoit cette accélération, ce besoin d'accélération par rapport à l'innovation du logement. Une des raisons, c'est qu'elle correspond au croisement de multiples enjeux majeurs pour notre société. Un besoin d'engagement sur la transition environnementale, d'une part, un enjeu sociétal qui est fort, et après, il y a tout l'enjeu financier qui est derrière tout ça. Alors c'est vrai qu'on sent le besoin de nourrir cette attente des ménages, mais en même temps avec une difficulté pour les ménages et les propriétaires qui concerne le financement. Et ce qui vient couvrir tout ça, c'est un volet d'acteurs, un volet d'aide qui est assez mouvant, qui est évolutif. Et je rejoins Fatah, de ce point de vue, ça donne une impression de forte complexité. Oui. Ça représente quoi ce marché, pour qu'on comprenne bien, ce marché pour Bouygues Bâtiment France? Alors c'est vrai qu'on le perçoit peut-être pas bien, et on perçoit peut-être Bouygues Construction comme une entreprise de construction à hauteur de ses grues, mais l'activité de la réhabilitation de logements est une activité qui est historique pour Bouygues Construction. En 2023, c'est un peu plus de 13 000 logements qui ont été réhabilités, et avec la volonté et la création de la business line depuis 2 ans dont j'ai la charge, à cette volonté d'accélérer et de se structurer pour avoir la meilleure réponse sur l'ensemble des problématiques de la rénovation. On est un acteur présent sur l'ensemble du territoire, sur aussi bien l'habitat collectif qu'individuel auprès de nos clients historiques, les bailleurs sociaux. Mais l'accélération, elle se trouve surtout dans le fait d'avoir développé les offres au plus près des besoins, avec l'habitat collectif et individuel, avec deux offres, Cléome pour les pavillons individuels et puis Coprio pour les copropriétés. L'idée est d'adresser et d'avoir la meilleure réponse possible pour l'ensemble des acteurs. Pour Leroy Merlin aussi, c'est un marché très prometteur. Fatin? Oui, c'est un marché très prometteur. C'est un peu le marché du siècle en quelque sorte. Il n'y a jamais eu dans l'histoire récente du bâtiment d'opportunités aussi grandes que celle-ci. Et donc c'est un marché qu'on appréhende de la manière la plus large qui soit. Souvent on parle de 3 dimensions. On parle d'une dimension environnementale qui est certaine. Faire de la rénovation énergétique, c'est décarboner de manière très concrète, décarboner l'économie, décarboner le bâtiment. Et le bâtiment, c'est une grosse partie de l'impact carbone aujourd'hui de la France. Il y a un enjeu aussi social. C'est lorsqu'on travaille sur la rénovation énergétique, on ne peut pas le faire sans s'attaquer au problème de la précarité énergétique. Et donc on en a fait aussi un combat. On s'adosse pour cela à une association qui s'appelle Stop à l'exclusion énergétique, avec laquelle on travaille sur ces sujets de précarité. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est aussi un sujet de business, mais surtout de business durable, où lorsqu'on fait notre cœur de métier historique, d'améliorer l'habitat des Français, on contribue aussi à une planète plus sûre. Ce qui est très, très important aussi de souligner, c'est que c'est quelque chose qui remet aussi beaucoup en cause nos modèles de fonctionnement historique. Adresser ce marché de la rénovation énergétique, ça fait 20 ans que plusieurs acteurs s'y essaient. On y va tous de notre côté avec nos solutions, nos recettes. Et en fait, personne n'a vraiment trouvé la solution pour l'adresser. La conviction qu'on porte chez Leroy Merlin, c'est que c'est un marché qui doit se prendre dans son ensemble, mais surtout ensemble. Et donc pour ça, il faut monter des alliances, il faut créer ce qu'on appelle des plateformes, se mettre avec les personnes ou les acteurs qui, chacun dans son métier, ont une compétence à apporter et une pierre à l'édifice à cette plateforme. Vincent Ossilou, vous qui avez une vision européenne de ce sujet, est-ce que nos voisins européens ont les mêmes problématiques que nous ou pas? Alors, en partie les mêmes problématiques, mais nous sommes quand même un des pays européens, en France, qui est bien en retard sur la rénovation énergétique des logements privés. Nous sommes bien loin du niveau que nous devons atteindre pour être sur la trajectoire de la transition pour atteindre la décarbonation en 2050. Nous sommes de l'ordre de 66 000 rénovations performantes par an récemment, alors qu'il faudrait qu'on soit à 250 000 et même 700 000 très prochainement, quoi. Et bien évidemment, en plus, on a vraiment un sujet, ça génère des problèmes de santé dans les logements qui ne sont pas suffisamment adapté de ce point de vue-là. Clairement, il y a un enjeu fondamental parce que
pour passer au nombre de rénovations énergétiques sur lesquelles nous devrions être en termes de trajectoire, il va falloir augmenter de 20 à 30 milliards d'euros d'investissement, sachant qu'on est de l'ordre de 15 milliards d'euros par an actuellement, avec déjà 8 milliards d'euros d'aide publique quand on compte à la fois MaPrimeRénov', mais aussi la baisse du taux de TVA, les C2E et les aides des collectivités territoriales. Et clairement, donc on a un enjeu absolument fondamental, comme cela a été dit, de trouver des financements complémentaires, parce qu'on sait bien que notre pays, l'enjeu, c'est bien évidemment ses finances publiques. Ça va être très difficile d'augmenter beaucoup les aides pour la rénovation énergétique. Et bien évidemment, un des obstacles principaux pour les particuliers, et ça c'est le cas dans les autres pays, c'est le fait que le reste à charge, ça bloque beaucoup de personnes, même des personnes qui auraient les revenus suffisants. Le problème, c'est qu'une bonne partie d'entre eux ne souhaitent pas faire un emprunt. Et par ailleurs, il y a un gros sujet en France, là, par rapport aux autres pays, c'est que l'écosystème n'est pas suffisamment structuré. C'est tout l'objet d'ailleurs de notre table ronde, et vous nous donnerez votre avis là-dessus, et notamment comment faire mieux. Vous évoquiez il y a un instant MaPrimeRénov', qui constitue effectivement le principal levier financier proposé par l'État. Alors cet été, il y a eu une bonne nouvelle, hein. Vous êtes au courant, les plafonds de prise en charge ont été relevés. Ça a servi, et ça va encore servir de déclic et d'accélérateur au moins jusqu'à la fin de l'année, en espérant que cette prime soit prolongée. Alors voilà, tout est en espérant que tout ça soit stabilisé, pérennisé, parce qu'on sait que le problème qu'a rencontré MaPrimeRénov' ces dernières années, c'est les changements assez incessants, les annonces sur lesquelles finalement on revient, etc., qui génèrent beaucoup d'attentisme sur le marché. Les ménages sont réticents à investir parce qu'ils se disent que peut-être les barèmes augmenteront d'ici quelques mois. D'ailleurs, les artisans parfois les encouragent à attendre, etc. Donc tout ça, ça a beaucoup grippé la machine. Et c'est dommage parce que sur le papier, en tout cas en théorie, nos analyses, elles montrent que MaPrimeRénov', c'est quand même assez bien calibré. Il y a des montants importants qui sont dédiés. Bon, encore une fois, sauf quand il y a des coupes de dernière minute, mais en tout cas, dans l'intention initiale, il y avait des montants importants, et surtout un ciblage, une différenciation des aides par niveau de revenu et par type de geste qui est assez, qui normalement devrait être assez incitative et surtout bien ciblée sur les meilleures opportunités de rénovation. Alors dans le rapport du Conseil d'analyse économique que vous avez co-rédigé, Louis-Gaëtan Giraudet, vous constatez que 5%, seulement 5% du parc des logements est rentable à rénover pour le particulier. C'est peu. Comment est-ce qu'on peut améliorer cette rentabilité? Alors en fait, on définit 3 critères. La rentabilité sociale, donc ce qui serait rentable pour la société à rénover. Et là, on trouve qu'il y a 55% du parc qui serait rentable de rénover. Ensuite, un deuxième critère qui est la rénovation, la rentabilité privée, mais un peu idéale. Donc, c'est-à-dire, on oublie qu'il y a un problème de carbone. On imagine que l'énergie est décarbonée. Donc là, forcément, on a une rentabilité privée plus faible, puisqu'on ne s'intéresse pas aux bénéfices sociaux. Mais on trouve qu'il y a encore 26% du parc qui serait rentable de rénover dans ces cas-là. Et c'est ensuite, quand on prend en compte le fait qu'il y a une multitude de barrières à l'investissement, et qu'on intègre ces barrières dans le raisonnement, que là, on tombe à 5%. Et donc, ça veut dire que pour passer de 5% à 26%, voire à 55%, il faut une intervention de l'État pour corriger, pour surmonter toutes les barrières qui découragent l'investissement.
Fatah Rezaï, quelles actions est-ce qu'on peut mettre en place pour baisser le coût et finalement améliorer la rentabilité pour le particulier, notamment dans un contexte de tension des prix et des matériaux? Alors, les solutions, je peux vous faire une réponse en 2 temps, mais les solutions à mettre en place vont être très différentes en fonction de la personne qui sollicite le projet. Si vous êtes un bailleur, un propriétaire bailleur, vous n'avez pas les mêmes objectifs qu'un propriétaire occupant ou qu'un locataire. Et à chacun ses solutions. Ça, c'est la première chose. Et donc les budgets qui seront alloués, les solutions de financement qui seront proposées ne seront pas les mêmes. Ensuite, je pense qu'il faut accompagner, il faut faire beaucoup de pédagogie auprès des Français pour leur expliquer qu'au-delà du prix du projet lui-même, qui est en effet conséquent, plusieurs dizaines de milliers d'euros, il faut regarder les choses sur une durée longue de 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Parce que lorsque vous prenez le prix de votre chantier, vous déduisez les aides, vous déduisez les économies que vous allez réaliser tous les mois sur votre facture énergétique, vous y ajoutez la plus-value immobilière que vous allez faire. En réalité, sur un temps long, très souvent, une rénovation énergétique peut devenir rentable, à condition de ne pas s'arrêter à l'investissement initial qui forcément est important. Ce qui nous amène donc, nous, en tant que professionnels, à regarder les choses de manière un peu différente. La première, c'est comment est-ce que je permets aux Français d'accéder à des modes de financement différents, moins onéreux. On connaît les COPTZ, il y a des systèmes d'aide, mais il existe d'autres façons de financer encore qui peuvent permettre de réduire la facture. Mais également, comment est-ce qu'on permet de faire des travaux moins chers en industrialisant, en mutualisant les moyens de production, en mutualisant les outils de suivi, d'accompagnement des clients entre différents acteurs sur le marché. Ça peut permettre de faire également baisser les prix. Alors Vincent Ossilou, vous êtes à l'initiative de la création d'opérateurs ensembliers de la rénovation à travers l'appel à projet Oreno opéré par l'ADEME dans le cadre de France 2030. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste ce modèle et en quoi ces opérateurs ensembliers peuvent-ils inciter finalement les Français à se lancer dans des travaux, à rénover? Oui, alors le modèle de l'opérateur ensemblier, c'est clairement que l'entreprise qui pilote les travaux de rénovation énergétique porte l'investissement de rénovation en complément donc des aides publiques et elle se rembourse par les économies d'énergie sur la facture du ménage. Donc clairement, là, il y a un partage qui peut être entre 0% et 25% des économies sur la facture qui vont au ménage et de l'ordre de 75 à 100% qui vont à l'entreprise d'opérateurs ensembliers qui fait la coordination de l'ensemble des corps de métier, qui a un contrat d'assistant à maître d'ouvrage et de maître d'œuvre pour le particulier. Et clairement, le gros avantage, c'est que le propriétaire ne dépense rien de plus que s'il ne faisait pas sa rénovation. Donc clairement, c'est un enjeu très fort puisque notamment les propriétaires, les bailleurs privés, ils ont à dépenser pour la rénovation de leur logement, mais ils ne bénéficient pas de la baisse des économies d'énergie ensuite, puisque c'est leurs locataires qui en bénéficient. Et donc là, il y a un gros enjeu pour que ces économies d'énergie financent la rénovation. De ce point de vue-là, en complément des aides publiques, donc c'est remplacer le reste à charge par le financement qui sont dus à la diminution des consommations d'énergie. En plus, le gros avantage également, c'est que bien évidemment, l'opérateur ensemblier a un intérêt bien aligné avec celui du propriétaire, puisqu'ils ont vraiment intérêt à ce que la rénovation énergétique soit faite au meilleur coût et avec une efficacité la plus forte possible en termes d'économie d'énergie, puisque c'est leur rentabilité. Et donc, clairement, cela va aider les propriétaires parce qu'un des gros enjeux que nous avons, c'est le manque de confiance actuellement
des ménages dans certaines entreprises de l'écosystème de la rénovation énergétique, compte tenu des scandales qu'il y a eu il y a quelques années, et compte tenu aussi qu'il y a des études qui montrent que actuellement, une rénovation sur 2 ne fait pas d'économie d'énergie. Et ça, c'est bien évidemment un gros enjeu. Et l'intérêt aussi, c'est qu'il y a des méthodes pour bien faire la différence entre ce qui est généré par la rénovation énergétique en termes d'économie d'énergie et ce qui est lié au changement de comportement du ménage. Alors il faut bien avoir en tête que dans ce cas, il n'y a pas les effets de rebond que nous constatons beaucoup dans les rénovations énergétiques où lorsque les ménages ont une baisse de leur facture énergétique, une bonne partie d'entre eux consomment encore plus. Et donc là, comme c'est avec des méthodes qui font font vraiment la différence entre ce qui vient du changement de comportement et de l'économie d'énergie, de la rénovation, ce qui vient de la rénovation va financer l'opérateur ensemblier. Donc si le ménage augmente sa consommation, ça lui augmente sa facture, donc il ne sera pas du tout incité à augmenter sa facture. Il n'y aura pas ces effets rebonds. Et par ailleurs, il y aura vraiment une garantie de la qualité de la rénovation et donc beaucoup plus un gain de confiance. Et par ailleurs, un autre gros avantage, c'est que bien évidemment, les particuliers n'ont à traiter qu'avec une seule entreprise, ce qui leur facilite. C'est un alors que gérer les différents corps de métier, etc., c'est compliqué pour eux, d'autant plus que beaucoup de ménages n'ont pas vraiment les compétences pour le faire, encore moins que quand c'est de la construction neuve, donc, ou de la rénovation de certaines pièces ou quoi que ce soit. D'ailleurs, les avantages, en plus, c'est qu'on sait bien qu'une bonne partie des ménages veulent faire de la rénovation énergétique en parallèle de travaux de rénovation de leur logement. Et là, justement, l'opérateur ensemblier peut aider à gérer les deux et à faire, du coup, la partie rénovation qui n'est pas rénovation énergétique, ça sera un coût un peu moins inférieur que si le ménage faisait juste la rénovation de son logement sans faire la rénovation énergétique. Ça fait des économies d'échelle. Alors Cyril Bigot, justement, on va en parler avec vous. Vous êtes l'un des lauréats de l'appel à projet Oreno. Votre projet s'appelle Patrimoine 2050. Est-ce que vous pourriez nous le présenter, nous le pitcher, allez, en quelques secondes, ses objectifs, ses atouts ? Alors, cette proposition, elle est bâtie sur la volonté de rompre avec le principal obstacle à la rénovation des copropriétés. Je pense que l'état des lieux, il est fait, c'est la complexité. On se leur dit tous là depuis le début de cet échange. Derrière tout ça, notre proposition, elle s'articule autour de 5 briques qu'on va venir assembler, coordonnée en l'occurrence par Bouygues Construction, comme le dit Vincent. Cette force, c'est d'être un véritable ensemblier, parce que c'est notre cœur de métier. Voilà, on n'est pas juste coordinateur, mais on est dans la parfaite maîtrise des acteurs qui vont intervenir. Donc les 5 briques, c'est la conception, la réalisation, le contrat de performance énergétique, puisque justement il faut donner confiance et être capable de s'engager. Et puis sur le volet financier, ça va être la maîtrise et le préfinancement des subventions, et enfin le financement en tant que tel avec nos partenaires. On retrouve dans ce groupement des acteurs de choix par rapport à leur domaine. On a le Crédit Mutuel pour le financement. On va avoir Capital Énergie pour tout ce qui va concerner les C2E. Et LPA CGR en tant que cabinet d'avocats, parce que tout ça maintenant, il faut le mettre en musique. On est très heureux d'avoir été lauréat de ce projet Oreno. Maintenant, c'est un modèle qui est, il faut l'avouer, assez disruptif et qu'il va falloir coordonner pour le rendre extrêmement opérationnel. Voilà. Ouais, c'est une offre globale, hein, une offre intégrée. Ça peut convaincre un certain nombre de copropriétés, notamment, de passer à l'action ? Je ne vous cache pas que c'est notre principale motivation parce que c'est en ça où on croit. Quelques atouts majeurs qu'on peut citer, ça va être déjà sur le délai, puisqu'on ne l'a pas évoqué là, mais c'est une vraie plaie. C'est-à-dire que ce que nous remonte l'ensemble des interlocuteurs, c'est qu'entre le moment où une copropriété se dit qu'il faut qu'elle entame des travaux et puis le démarrage des travaux, on est en moyenne à 2 ans, mais quelques histoires qu'on nous raconte conduisent à 3, 4 ou 5 ans. Nous, notre engagement, c'est de réduire ce délai-là à 1 an et demi.
l'énergie. Le deuxième sujet, c'est de redonner confiance. Et donc, cet atout, c'est celui du contrat de performance énergétique, faire une promesse et être capable de s'y engager derrière. Et puis enfin, le financement. Là, de ce point de vue, c'est cette capacité à changer le paradigme, parce qu'on pense qu'il faut des vrais cliquets, il faut passer de vraies marches en termes de conviction. Et donc, c'est de changer le paradigme qui était jusque-là d'un reste à charge, qui était souvent important, voire rédhibitoire, et pour transformer dans cette logique d'opérateur ensemblier en une proposition de mensualité qui soit beaucoup plus soutenable. Donc, le résumé de tout ça, c'est une proposition qui soit globale, engageante et abordable. Voilà. Alors, il y a un aspect essentiel du modèle Oreno qui repose sur la garantie de performance énergétique. Louis-Gaëtan Giraudet, vous avez révélé dans le rapport du Conseil d'analyse économique de juin 2024 l'écart entre économie d'énergie prédite et réalisée. Et vous avez identifié 3 causes: les ajustements comportementaux, les erreurs de modélisation et les défauts de qualité. Alors, quelle est la priorité et comment agir pour réduire naturellement, les différences? Naturellement un peu sur tout, mais effectivement, en gros, quand on annonce une économie d'énergie de 1 kWh, ce qu'on constate en pratique, en général, c'est qu'il y a plutôt 1,5 kWh d'économie d'énergie à l'arrivée. Et comment se décompose cet écart? Il y a trois sources. D'abord, il y a l'effet rebond, c'est-à-dire que après avoir investi, les ménages augmentent un petit peu leur consommation d'énergie, il y a des gains de confort, mais ça explique 20% de l'écart. Et ensuite, il y a 2 sources d'écart plus importantes qui sont qu'en fait, on avait surestimé la consommation avant les travaux. Donc mécaniquement, on a des économies d'énergie artificiellement plus importantes en théorie. Et ensuite, il y a les problèmes de qualité. Donc la question de la surestimation des consommations avant travaux, ou plus généralement des erreurs de modélisation, on peut la réduire, mais il y aura toujours une part un peu fatale parce que tout simplement, la simulation thermique, c'est extrêmement complexe. Et chaque logement est différent, chaque solution de rénovation est différente, donc on ne pourra jamais prédire parfaitement les choses. Après, on peut quand même améliorer certaines choses. Mais disons que la question des défauts de qualité, donc sur la mauvaise exécution des travaux, là, c'est peut-être là où on a le plus de marge de manœuvre. Et là encore, il n'y a pas une solution unique pour résoudre ce problème. Il y a un peu 2 piliers. À la fois tout ce qui est garantie de performance, donc soit sur le résultat, soit sur la performance intrinsèque, donc plus de contrôle ex post ou des solutions assurantielles, etc. Et il y a aussi tout simplement des questions de formation élémentaire pour monter en compétences et résoudre le problème. Cyril Bigot, comment est-ce que vous arrivez à garantir la performance des travaux? Là encore, la notion de la performance énergétique et de la garantie de la performance énergétique fait partie des savoir-faire quelque part historiques au niveau du groupe Bouygues. On a à notre compteur plusieurs dizaines de contrats de performance énergétique depuis 10 ou 15 ans maintenant. Alors non seulement qui ont été conçus, réalisés, mais qui sont monitorés désormais. Donc c'est pour ça qu'on est capable de faire cette promesse, mais de l'atteindre. Quand on garantit sur une copropriété et quand on va être là sur le point de garantir des copropriétés avec des résultats de 40 ou de 50% de réduction d'énergie, de consommation, c'est qu'on est capable de mettre en avant un certain nombre de références éprouvées. Après, il est vrai que cette qualité, puisque vous l'évoquez, doit être au rendez-vous. Tout ça, ça se passe dès la phase amont, dès la phase de conception. Ça passe par des équipes en interne chez nous qui sont capables d'appréhender le projet, de capter cette consommation d'origine, de correctement dimensionner et concevoir les installations. Et puis, nos équipes ou les partenaires avec lesquels on travaille qui vont être capables de réaliser l'ensemble des travaux, qu'ils soient sur les systèmes ou sur l'enveloppe,
et surtout de les impliquer sur les différentes étapes de la chaîne de valeur, de l'amont à l'aval, et d'avoir une vision encore une fois globale, d'où l'importance d'avoir un acteur qui connaît ce métier et qui est vraiment capable de coordonner l'aspect qualité de l'ensemble des travaux qui seront réalisés. Vincent Ossilou, comment est-ce qu'on peut associer les assureurs de manière à rechercher avec eux les moyens et les voies de couvrir cette performance ? Oui, alors un des enjeux fondamentaux pour les opérateurs ensembliers, c'est qu'il peut y avoir un risque en termes d'impayés par les propriétaires s'ils arrêtaient par exemple de payer, certains arrêtent de payer leurs factures d'énergie. Et donc ça c'est un gros risque et donc c'est important que l'assureur garantisse de ce point de vue-là. Après, l'assureur peut être justement sur la garantie de la performance énergétique et là-dessus, il y a des méthodes pour vraiment arriver à faire la distinction entre ce qui est une baisse de consommation énergétique liée à la rénovation énergétique et ce qui est lié au changement de comportement. Par exemple, si le nombre de personnes dans le logement a changé, et bien évidemment, clairement aussi sur les évolutions en termes de climat, etc. Et donc là, il y a différentes méthodes possibles qui sont en plus pas très chères et vraiment efficaces. Et donc l'assureur pourrait être, notamment par exemple, une des méthodes, c'est qu'il y ait vraiment un diagnostic énergétique, de performance énergétique du bâtiment avant et après la rénovation, qui soit fait vraiment par un acteur vraiment très performant et bien évidemment indépendant par rapport à l'opérateur ensemblier. Et donc là, de ce point de vue-là, ça serait facile et une bonne garantie, quoi. Alors on parle beaucoup de confiance depuis le début de cette table ronde. C'est vrai que c'est essentiel pour se lancer dans la rénovation. Leroy Merlin se positionne aujourd'hui comme un tiers de confiance pour ses clients. Alors quels sont les ingrédients de cette recette, Fatah Rezaï, pour garantir la confiance des ménages ? Ouais, donc la confiance des ménages, c'est sans doute l'élément clé pour se lancer dans un projet de rénovation énergétique. Il y a plusieurs choses. Bon, déjà, il y a la marque Leroy Merlin, forcément, c'est une marque qui rassure. Donc, on a une légitimité sur le marché de l'habitat historique, donc, qui est le premier facteur. Ensuite, on a une notoriété qui commence à se construire sur la rénovation énergétique depuis quelques années maintenant. On revient régulièrement dans les citations des enquêtes que l'on réalise, comme parmi les enseignes auxquelles on ferait confiance sur un projet de rénovation énergétique. Ce sont des éléments importants, surtout sur un marché où il y a, comme on l'a dit à plusieurs reprises, encore une fois beaucoup d'arnaques. C'est rassurant. Puis ensuite, il y a aussi deux facteurs je pense, qui nous sont propres. Le premier, c'est d'avoir cette couverture territoriale, d'avoir des magasins partout sur le territoire. Lorsque vous vous engagez sur des projets de plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est rassurant d'avoir un interlocuteur physique, de pouvoir parler avec quelqu'un. S'il y a un couac, d'avoir toujours une personne vers qui se retourner et non pas une centrale téléphonique. Donc c'est un point très important. Et puis le quatrième, qui est sans doute le plus important de tous, c'est le côté humain. Une rénovation énergétique, c'est quelque chose de lourd. Ça touche à l'intimité des gens, ça les engage sur de longues années. Et donc nous, on fait en sorte d'avoir des interlocuteurs physiques en face des personnes et surtout on les forme, on les accompagne. Donc on a formé l'ensemble de nos collaborateurs des univers dédiés à la rénovation énergétique. Ça représente plus de 3500 personnes qui ont été formées à la rénovation énergétique. Et on a créé un nouveau métier qui est celui de responsable en rénovation énergétique. Et ce métier-là, ce responsable en rénovation énergétique, il accompagne le client du tout début de son projet jusqu'à la remise des clés, jusqu'au point final du projet. Et donc tout ça sont des éléments clés qui permettent de se lancer en toute confiance sur des projets d'ampleur. Alors dans votre rapport, Louis-Gaëtan Giraudet, j'y reviens, vous mettez en avant des pistes de réforme très concrètes sur l'action de France Rénovation, sur les droits de mutation, le contrôle des travaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous livrer quelques pistes ? Oui, alors disons que l'idée centrale, c'est, comme je l'ai dit au début, c'est que ouvrir des guichets d'aide, ça ne suffit pas, parce que ce qui pousse les gens à venir rénover, à entreprendre une rénovation, ce n'est pas parce qu'ils ont appris qu'ils avaient des aides, c'est parce qu'il y a un élément important dans le cycle de vie du ménage
qui créent une opportunité. Donc par exemple, emménager dans un nouveau logement, etc. Donc si on arrive à identifier toutes ces opportunités et à bien les cibler et les saisir, on peut vraiment massifier la rénovation. Mais ça veut dire qu'il y a besoin d'une démarche proactive qui consiste bien au-delà de simplement ouvrir des guichets et attendre que les gens se présentent. Donc vraiment aller les chercher. Et donc là, l'idée c'est vraiment de créer un service public qui soit plus proactif et peut-être en s'appuyant sur les collectivités locales qui sont justement à un bon niveau d'accompagnement parce qu'ils ont une connaissance du territoire. Les marchés de la rénovation, on sait que c'est quand même assez local, donc ça peut être un échelon vraiment pertinent pour ça. Et là, on peut imaginer de combiner à la fois des moyens numériques, peut-être par de l'intelligence artificielle, parce que finalement le fait d'être susceptible d'engager des travaux parce que votre mode de vie change, c'est pas écrit sur votre visage, mais évidemment des moyens numériques comme ça suffira pas, et donc de mon accompagnateur Rénov par exemple peut être un autre canal aussi pour ça, mais peut-être justement plus à l'échelon local. Les droits de mutation aussi? Alors les droits de mutation, l'idée c'est encore une fois exactement la même, c'est-à-dire cibler les opportunités clés dans le cycle de vie d'un ménage. Et on sait que quand il y a une mutation, c'est un moment clé où le ménage peut rénover. Et donc en fait, cette modulation des droits de mutation, c'est vraiment une façon de signaler, de rendre cette opportunité visible pour le ménage et pour l'aider à se déterminer. Et par ailleurs, ça embarque les collectivités, puisque les droits de mutation, c'est de la fiscalité locale. Donc là, on a une mise en application des principes que je viens d'énoncer. Et puis on l'évoquait aussi, le contrôle des travaux, le contrôle de la qualité pour que... Voilà, naturellement. Donc là, idéalement, un contrôle ex post à la fin des travaux, plutôt qu'une garantie ex ante où on procède par des labels en disant bon, tel artisan est labellisé, ça veut dire qu'il fera bien les travaux. Là, nous, ce qu'on propose, c'est plutôt de simplifier la vie des artisans sur l'obtention des labels, etc., mais qui est plus de contrôle ex post. Alors, ça a un prix, ça a un coût, les contrôles ex post, ça viendrait renchérir un peu l'ensemble, mais justement, si de toute façon, on arrive à mieux orienter les choses vers les rénovations lourdes, et ben ce coût de contrôle, il se fondra dans la masse plus facilement, il sera plus facilement absorbé par, là encore, des économies d'échelle. Ces pistes de réforme, vous en pensez quoi, Cyril Bigot, Fatah Rezaï? Peut-être juste quelques mots sur le dernier volet qui concerne les contrôles. La profession souffre trop de ces prestataires malhonnêtes qui sont prêts à faire des promesses démesurées, pour certains toucher les subventions sans même faire les travaux. Donc tout ça, c'est extrêmement préjudiciable. On le lit dans l'ensemble de nos propos. Il y a un vrai facteur confiance qu'il faut redonner. Et nous, en tant que professionnels qui avons pignon sur rue, qui sommes là, à nous à faire le travail de mise en visibilité et à donner confiance. Mais il y a aussi, en effet, l'ensemble des autres acteurs qui viennent desservir la profession qu'il va falloir réussir à traiter. En effet, chacun doit prendre sa part dans ce regain de confiance. Oui. Fatah Rezaï, sur les pistes de réforme évoquées, notamment France Rénovation, droit de mutation ou sur la qualité? Alors, pas grand-chose à ajouter à ce qui a été dit. Je partage sur la qualité. Ça peut être aussi un moyen de régler le problème du manque d'artisans RGE aussi, que de ne pas partir d'un postulat qu'un artisan, à partir du moment où il est RGE, fera bien les travaux, mais de procéder par plus de contrôle post-travaux. Ça me paraît être une très bonne option. Vincent Ossilou, quelle est la priorité dans le contexte actuel et comment encourager finalement la formation d'opérateurs ensembliers qui permettrait d'accélérer la rénovation? Alors,
un levier vraiment majeur. Il faudrait que la puissance publique développe des financements pour les opérateurs ensembliers afin qu'ils puissent porter les investissements de rénovation énergétique et se rembourser par les économies d'énergie. Du coup, c'est vraiment la garantie sur la qualité de ce qui est fait. Et pour la puissance publique, ça serait bien moins coûteux que de mobiliser beaucoup plus d'aides publiques. C'est mobiliser des financements à taux zéro qui permettent de financer les opérateurs ensembliers et un fonds de garantie public aussi, puisque, bon, bien évidemment, il peut y avoir quand même des erreurs, même si elles ne sont pas fréquentes, et pour prendre en charge 50% de la perte, parce que l'opérateur ensemblier porterait la perte, et 50% serait pris en charge par ce fonds de garantie quand les opérateurs ensembliers sont bien recommandés de ce point de vue-là. Et clairement, alors les enjeux, bien évidemment, c'est aussi la simplification des réglementations sur les copropriétés, parce qu'on sait que là, c'est très compliqué d'arriver à ce que les copropriétés se lancent dans les rénovations énergétiques, puisque alors l'opérateur ensemblier, ça sera une des solutions, puisque bien évidemment, un des principaux vecteurs pour freiner les copropriétés, c'est que certains des copropriétaires n'ont pas l'argent ou lorsqu'ils sont résidents, ils n'ont pas l'obligation de rénovation par rapport aux autres. Et clairement, là, le fait qu'ils ne dépensent rien de plus que s'il n'y a pas la rénovation, et en plus avec la garantie de la qualité de la rénovation, et du coup, clairement, la montée de la valeur de leur logement. Et puis, bien entendu aussi, de bien mieux mobiliser la production d'énergie pour aider à financer les rénovations énergétiques en équipant les bâtiments. Également aussi, éventuellement, d'agrandir un peu la surface. Ça peut aider aussi à financer la rénovation énergétique. Alors, il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions à poser à nos intervenants, surtout, n'hésitez pas, que ce soit sur les opérateurs ensembliers, mais aussi sur la stratégie dans ce domaine de Bouygues, de Leroy Merlin, ou même sur votre dernier rapport. Eh bien, nous avons quelques minutes pour échanger avec vous. Oui, monsieur, je vais vous passer un micro. Oui, bonjour, Jean-Pascal Chérin, Club de l'amélioration de l'habitat. Je crois que ça serait intéressant de donner le cadre du programme Oreno, c'est-à-dire marche pas très bien. Ça portait dans le temps les acteurs, voilà, les enjeux, sachant que c'est un programme d'État financé par l'ADEME. Voilà, Alors, excusez-nous, on a un petit problème de micro. On va essayer de vous en passer un autre. Voilà. Je n'avais presque fini ma question. Donc, effectivement, donner le cadre du programme ou de l'opération Oreno, telle qu'elle se présente, hein, dans le temps, le nombre d'acteurs, etc., et le rôle de l'ADEME dans ce cadre-là. Le rôle de l'ADEME dans le cadre de l'appel à projet Oreno, opérateur ensemblier, c'est le comité de pilotage et bien évidemment d'accompagner les opérateurs ensembliers pour les aider à faire cette expérimentation et bien entendu évaluer leur rénovation une fois que l'expérimentation est faite. Et ensuite, bien entendu, tirer les conclusions pour que le concept, s'il est bien utile, puisse se déployer beaucoup plus, quoi. Ça représenterait combien d'opérations? Alors, chaque opérateur ensemblier doit faire la rénovation de 20 logements dans l'expérimentation. Et il y a une grosse dizaine de sélections donc, dans un premier temps sur cette expérimentation, quoi. D'accord, donc 200 sur une période de combien de temps? 3 ans, je crois, non? Sur 2-3 ans, oui. D'accord, ok, merci. Merci, monsieur. Voilà. Monsieur, oui? Oui, bonjour. Oui, quand on parle rénovation, par exemple, pour vendre et pour passer... En même temps, on nous oblige à faire il y a la rénovation énergétique, mais il y a aussi la rénovation sanitaire, la rénovation électricité, etc., qui
sont, je dirais, beaucoup moins importantes si on parle de climat, mais qu'on est obligé de faire, qui augmentent énormément les coûts, et donc c'est plutôt dissuasif. Est-ce qu'on pourrait justement faire une distinction? Oui, mais dans ce cas-là, effectivement, il faut bien que les particuliers, les propriétaires, aient bien en tête que ces autres rénovations, ils devraient les financer complètement. Et s'ils ne le font pas, leur logement ne pourra plus être loué, ne pourra plus être habité ou quoi que ce soit. S'ils font pas... Et donc là, c'est quand même un bon argument parce qu'en fait, en faisant ensemble la rénovation énergétique, ça permet quand même de faire baisser un peu le coût des autres rénovations qu'ils auraient dû faire s'ils les faisaient complètement indépendamment. Parce qu'il aurait fallu faire des travaux pour quand il y a des impacts sur, bien entendu, les murs, etc. Et donc ça, c'est plus motivant. Bon, par ailleurs, clairement, il y a aussi pas mal de choses à faire en termes de réglementation pour à la fois mieux inciter et puis en même temps mieux simplifier pour les opérateurs ensembliers, quoi. Clairement, c'est un enjeu, quoi. Mais en tout cas, c'est vrai que en tout cas, c'est vrai que c'est une des sources de malentendus sur les coûts de la rénovation parce que c'est souvent, voilà, les ménages, ils voient le devis, ils disent « Ah, mais c'est beaucoup plus cher que ce que j'avais imaginé ». Et c'est parce que souvent, quand on communique sur les coûts de la rénovation énergétique, on ne prend pas en compte tous les embellissements, tous les travaux induits. Et c'est important peut-être justement de mettre plus en avant ces coûts et d'assumer que c'est vrai, la rénovation énergétique, son coût global est élevé, mais que ça vaut la peine de le faire et qu'il y a des aides pour ça, etc. Une autre question? Oui, Cyril Migaud. Peut-être un petit complément à la réponse qui a été apportée sur Oreno. C'est vrai que le nombre de logements qui nous sont imposés, parce que derrière l'engagement avec l'ADEME, il y a des dizaines de livrables qu'on s'est engagés, qui fait l'objet d'un vrai contrat en fait en tant qu'opérateur ensemblier avec l'ADEME et qui nous oblige à monitorer, à expliquer ce qu'on va faire, à rendre du détail par tranche à minima d'années, mais tout ça, c'est pas juste une vaste idée lancée en l'air. Derrière, il y a ce contrat de partenariat qui va se nouer sur 3 ans avec l'ADEME. Et puis peut-être, si le nombre de logements qui est donné là paraît faible à la hauteur des enjeux, c'est vrai qu'on pourrait trouver que c'est un peu paradoxal. Ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est un véritable effet d'accélérateur. C'est-à-dire que cette opportunité que nous a donnée l'ADEME en nous motivant, en lançant cet appel à projet, a généré des synergies. Il faut être très clair, l'ensemble des partenaires que je vous ai cités tout à l'heure, on n'a jamais autant échangé avec ces partenaires et ces mondes finalement qui cohabitaient plus en se regardant au chien de faïence, les constructeurs, les banquiers, les fournisseurs de C2E. Cette notion d'opérateur ensemblier qui a été générée là, elle nous a permis, si je parle de notre expérience propre, d'accélérer considérablement. On n'a jamais été aussi loin. L'expérience de la copropriété, ça fait 10 ou 15 ans qu'on la maîtrise en région parisienne. Là, grâce à l'ADEME et grâce à cette synergie inédite en à peine 6 ou 8 mois, c'est ce qui nous a permis de rendre au grand jour cette offre qui s'appelle Coprio désormais et d'aller même presque plus loin. Donc ce terrain d'expérimentation, il dépasse largement, compte tenu de son élan, les enjeux qui étaient initialement prescrits par l'ADEME. Donc il y a ce creuset particulier sur lequel on va s'attacher à rendre tous les détails et faire grandir l'ensemble de la profession et des acteurs. Et puis il y a toutes ces dynamiques que ça a lancées par ailleurs, quoi. Voilà. Y a-t-il une toute dernière question? Oui, monsieur. Bonjour, Floris Guérin du bureau d'études Pouget, consultant. Je me pose la question d'augmenter la taille des groupes de rénovation, ce qui viendrait augmenter aussi les hétérogénéités. Et donc il y a un jeu d'optimisation entre les similarités qu'il pourrait y avoir entre logements et la quantité de logements à rénover. Est-ce que vous préférez avoir beaucoup de logements qui sont tous différents ou peu de logements mais qui sont très similaires?
Alors, si je vais borner ma réponse sur le sujet des copropriétés, où je pense que ce critère d'hétérogénéité, il va être assez faible. Et la masse et l'effet de levier qu'on veut générer, c'est surtout sur les ensembles en copropriété. Et sur ces ensembles-là, on est quand même sur des typologies qui vont être assez similaires, avec des problèmes de typologie différentes et de surface, mais qu'on sait moyenner de manière globale. Après, on sait faire. L'idée n'était pas de faire le panorama des savoir-faire que j'incarne, mais on est actuellement sur des rénovations pour des bailleurs publics, par exemple, de paquets de 400, 500 sur des sites qui peuvent être distants d'une centaine de kilomètres, avec des caractéristiques qui sont extrêmement différentes. Après, on sait faire, mais il faut mettre des moyens, il faut être structuré, il faut avoir cette capacité à aller interroger l'état du bâti, l'acquisition de l'existant. Parce qu'en effet, si on moyenne à travers tout, enfin, on salue toutes et tous l'intelligence artificielle, mais ça ne fait pas tout. Donc c'est l'importance d'avoir, aussi bien pour l'entreprise que des cabinets comme les vôtres, la bonne structure qui est capable d'avoir le bon diagnostic de l'existant. Sinon, évidemment, la solution qu'on met en œuvre sera vouée à l'échec et on va retomber dans les travers qui étaient signalés, des préconisations qui sont faites, des promesses qui sont faites, mais des résultats qui ne sont absolument pas à la hauteur. Donc la réponse, on sait faire les deux, mais en l'occurrence, pour le projet Oreno, sur les copropriétés, on n'est pas très inquiet compte tenu de ces ensembles très monolithiques en termes de construction, quoi. Oui, madame. On va vous passer un micro juste derrière. Voilà. Bonjour, j'ai juste une petite question sur ce projet, cet appel à projet Oreno. Vous parliez de 20 logements en objectif, mais on parle de copro ici en fait. Et je n'arrive pas à chiffrer, parce que 20 logements c'est une petite copro. J'arrive pas à faire la différence entre à qui va s'adresser cet opérateur ensemblier, finalement, à des copropriétés avec votre programme Coprio. Est-ce qu'il va y avoir plusieurs ensembliers dont les lauréats de cet appel à projet? Est-ce qu'il n'y en aura qu'un seul? 20 logements sur 3 ans, c'est très peu, compte tenu des objectifs. Il y en a plusieurs qui ont été sélectionnés. Et par ailleurs, ils peuvent faire plus que 20 logements. Mais c'était la condition pour l'appel à projet, d'abord pour l'expérimentation, mais ensuite, une fois cette expérimentation faite, ils peuvent passer à beaucoup plus de logements. Oui. Et limite pas à 20. Alors, on arrive au terme de cette table ronde. S'il fallait retenir un message pour améliorer, optimiser, économiser, changer d'échelle, convaincre les Français. On commence avec vous, Louis-Gaëtan Giraudet. En tout cas, il s'agit pour la puissance publique, pas forcément de dépenser beaucoup plus, mais en tout cas de dépenser mieux, en ciblant mieux les aides, et notamment sur le parc locatif et le parc collectif, qui sont quand même sous-rénovés par rapport à ce qu'il faudrait faire. Vincent Ossilot. Alors, le vecteur majeur, c'est un financement par la puissance publique auprès des entreprises qui font les rénovations énergétiques, en faisant un financement à taux zéro. Clairement, ça sera une meilleure mobilisation de l'argent public de cette manière-là, parce que là, il y a vraiment une garantie de l'efficacité de la rénovation. Fatah Rezaï. Alors, comme vous l'avez vu, la vérité n'est chez personne complètement. Donc nous, on croit fermement que ça passe par une mutualisation des savoirs, des moyens, des stratégies aussi. C'est que collectivement, il n'y a que collectivement qu'on pourra réussir à massifier comme il se doit. Une fois qu'on a mutualisé, il faut qu'on soit capable d'industrialiser. Donc on croit beaucoup en la possibilité d'avoir un certain nombre de scénarios qui correspondent au plus grand nombre. On mutualise, on industrialise et après on peut le déployer massivement. Cyril Bigot. Je vais rejoindre Fatah. Le besoin est là, les enjeux climatiques sont plus à démontrer. Il n'y a jamais eu autant d'argent public mis sur la table. Ça n'aurait aucun sens de vouloir jouer solo et de rester un partenaire qui soit isolé. Donc je rejoins parfaitement ce qui a été dit. L'enthousiasme est là, il doit conduire à cette dynamique collective pour pouvoir embarquer l'ensemble des acteurs et atteindre les objectifs. Merci d'avoir participé à cette table ronde et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à 16h30 ici même pour la prochaine table ronde intitulée « L'avenir de la rénovation énergétique globale, analyse et perspectives pour 2025 ». À tout à l'heure.